Chers amis, bienvenue dans ce solo podcast. Un solo podcast, c'est quoi? C'est un podcast dans lequel je suis solo. J'ai énormément appris. Je vais vous partager. On va voir plein de sujets. Donc, c'est le format podcast. Normalement, vous m'entendez bien ici. Voilà, comme ça. C'est un bon podcast dans lequel on va être solo. Donc, tranquillement, installe-toi. Il est actuellement chez moi 8h du matin. Donc, bah voilà. J'étais en train de travailler. Je me suis dit, putain, mais j'ai du temps là ce matin. Autant faire un solo podcast parce que je suis en décalage. J'ai beaucoup de décalage avec la France, etc. Parce que je suis en Chine, encore une fois, donc pour l'e-com, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va voir. On va parler voyage, diète. En fait, on va parler de beaucoup de choses. Scaling, e-com, Q4, vision Q1, rebondissement. Bref, un peu ce qui s'est passé aussi, mes updates pour moi. Donc, il y a énormément de choses qui sont passées là récemment avec le lancement du Scaling Playbook. On n'a pas le temps vraiment d'en revenir dessus. Il y a aussi le fait que je voyage beaucoup, le fait que les dernières vidéos, maintenant, il y a des miniatures, tout est enregistré et tout en amont. C'était un peu bizarre ce qui s'est passé récemment. Je vous en ai tenu update sur Telegram. Si vous ne me rejoignez pas sur Telegram, bah, rejoignez-moi directement. Vous me voyez peut-être aussi en ads. Enfin, il y a beaucoup de changements sur la chaîne The Valère et même dans ma vie personnelle. Et on va commencer par le sujet le plus important qui est que j'ai fait énormément d'argent au cours des 3 derniers mois. Donc à l'heure actuelle, on est le 17 décembre. Je pense que la vidéo elle sortira genre peut-être le 18, un truc comme ça. Et j'ai fait énormément d'argent. Alors désolé, voilà, je suis en débardeur, etc. Parce que je voyage tellement et en hôtel, j'ai pas de... Comment ça s'appelle, le truc, la machine à laver. Du coup, j'appelle tout le temps le room service et genre, je vide ma valise, je fais voici et de la laundry service, donc laundry. Et il me ramène et puis c'est propre, tout propre. Et bah là, vu que je suis arrivé hier en Chine, bah ils me font tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai des lunettes. Je sais pas pourquoi j'ai mis mes lunettes d'ailleurs. J'étais en train de travailler. Tout ça pour vous dire que il y a énormément de choses qui se sont passées de nouveau. Ça me va mieux les lunettes. En plus, ça me fait moins mal aux yeux vu que j'ai une grosse light au-dessus. Donc voilà, j'ai gardé mes lunettes. C'est des lunettes juste bleues, hein, pas de correction de vue. Ça me détend les yeux dès le matin. Bref, tout ça pour vous dire. Alors, première chose, je suis devenu extrêmement riche. Genre, ce Q4 m'a enrichi massivement. Je vous l'ai dit, jusqu'à présent, pendant les dernières années, mon business principal, c'était l'infoprenariat aux US. Ça l'a été pendant encore très longtemps. Ce Q4, bon c'est le Q4, l'e-com est passé en premier. J'ai fait plus de chiffres en e-com qu'en info. De bénéf. Pour la simple et bonne raison que l'info, c'est bien, mais je crois qu'avoir atteint, comparé à mon niveau de compétence, j'ai stagné au M par mois de CA. Et c'est bien, des fois je faisais un peu plus, un point et quelques, un point quelque chose, des fois un tout petit peu moins, et genre sur l'année, voilà, ça faisait plus d'un M par mois de moyenne, etc. Et j'étais content. Un M par mois, c'est fucking clean. Un M par mois, à 22 ans, je smoke tout le monde. Et sauf que j'arrivais pas à scaler au-delà. Et genre vraiment, j'essayais, je dépensais de l'argent, j'ai tout testé pour scaler à plus d'un M par mois de CA avec l'info. Même j'ai testé d'autres niches, j'ai franchement tout ce que j'ai pu tester, en tout cas tout ce que j'imaginais pouvoir tester. J'ai passé vraiment 1 an pour pouvoir le scaler au bout d'un M par mois, ça faisait genre 1 an et demi, je stagnais un M par mois. Et c'est très bien, j'ai accumulé du capital. Vous savez, 1 M par mois c'est bien, 1 million en un mois c'est bien, mais 1 M par mois pendant 2 ans, ce qui s'est passé pour moi, c'est insane. Et c'est vraiment ça qui m'a enrichi. Et donc je suis très content, bah du coup c'est mon business et ça run toujours. Cependant, là maintenant tout de suite, j'ai beaucoup de d'e-com qui run. Je vous ai parlé que j'avais une stratégie Google Ads, etc. Maintenant, je fais quasiment exclusivement que du Facebook. Parce qu'en fait, je suis trop cheaté en Facebook. Je comprends trop le mécanisme de bidding, d'enchéring, de cost cap. Quand est-ce que mettre du cost cap? Quand est-ce que mettre du manual bid? Comment enchérir sur une zone de marché avec une combinaison d'angle, format et awareness. Et genre, c'est vraiment un mix des trois. Et quand j'arrive sur un marché, j'arrive vraiment à me visualiser dans ma tête. Angle, format, awareness level, tu vois, boum. Et tu vois, je le vois un peu comme une frise comme ça avec les 7 niveaux d'awareness, les différents types de formats, ok, et les différents angles marketing. Et en fait, dès que j'arrive en ads, mec, je fais un carton. Et vous l'avez vu de toute façon ici sur Instagram, sur Facebook Ads, etc., quand j'ai lancé Scaling Playbook, on se baisse tout le monde. Tout le monde me dit, je les spam. Mais parce qu'on est les fucking numéro 1 en ads en ce moment, dans la niche. Donc numéro 1. On est fucking numéro 1. Je disais, ouais, j'étais chaud en Facebook Ads. Je voulais montrer. Là, on me disait souvent, ouais, Valère, tu parles beaucoup, etc. Ouais, c'est vrai, je parle beaucoup. Genre, je dis beaucoup, j'ai vu 220 vidéos sur ma chaîne, donc je comprends que les gens ils disent que je parle beaucoup, parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Mais simplement, comment est-ce que je montrais au quotidien vraiment mes skills? Là, je vous l'ai démontré. Genre, par A plus B, on a smoke l'intégralité du marché. Devant vos yeux. Je suis juste numéro 1. En ce moment, vraiment, je smoke tout le monde. Alors, j'espère avoir de la concurrence à un moment en ads, mais vraiment, je les tabasse tous. Pour la simple et bonne raison, parce que j'ai compris les principes que je vous explique. Et c'est pas très compliqué. C'est simplement ce que je vous explique sur du Meta Ads Conversion VSL.
Et le business, c'est toujours la même chose, trafic, marketing, produit. Et c'est une excellente transition pour la raison pour laquelle j'ai pas trop fait de vidéos au cours des dernières semaines et mois, tout simplement. On a fait beaucoup de podcasts. Tout ça pourquoi pour quelle raison? Parce que moi, du coup, j'ai lancé Scaling Playbook. Et sur Scaling Playbook, il y a tout un nouvel écosystème. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Scaling Playbook, c'est tout simplement mon accompagnement. On a 2 offres. On a le one-to-one directement avec moi-même, dans lequel on prend que 5 personnes par mois. D'accord? Et on a le Scaling Playbook plus classique, dans lequel on a les membres de mon équipe. Donc, on a le one-to-one avec les membres de mon équipe et moi en day-to-day. Ok? L'autre aussi, il y a moi en day-to-day, mais il n'y a pas de call personnel avec moi, etc. Et dans lequel c'est moi qui implémente avec toi. Et dans la deuxième partie, c'est directement les membres de mon équipe, mon media buyer, mon copywriter, mon head of sales, etc., mon expert CRO, tous les membres de mon équipe avec lesquels je travaille, qui sont au service de ton business. Donc en gros, je prends ma team, je la mets dans ton business, et sur le one-to-one, je prends ma team, je la mets au service de ton business, plus je rajoute moi qui vais travailler. Donc là, je travaille pas, dans lequel je travaille ici, mais comment dirais-je, pas autant que sur cette partie-là. Donc là, c'est vraiment moi, je peux faire un deep work pour toi, genre sur le one-to-one. Et normal, ok? Donc c'est vraiment la différence. Donc là, je vais pas faire deep work pour toi, mais je vais te donner exactement toutes les ressources et tout ce que j'utilise pour scaler, mettre en place et passer au niveau supérieur. Et là, c'est moi qui vais faire les deep work, certains deep work pour toi. Donc il y a une certaine logique de done with you, alors que là, c'est aussi du done with you, mais moins moi, mais plus mon équipe. Et là, c'est plus moi et mon équipe ensuite. Bref, voilà en gros Scaling Playbook ce que c'est. Et donc évidemment, il y a des choses dans lesquelles on explique plusieurs fois. Et du coup, je vais aller faire des vidéos et je vais aller faire du coup tous les SOP. Donc tous les SOP, c'est les... comment ça s'appelle SOP? Process, c'est... je sais plus ce que ça veut dire exactement SOP. Putain, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, ça me reviendra peut-être sur le podcast. Tout ça pour dire que du coup, je faisais énormément de records. Putain, vous avez pas l'habitude de me voir avec mes lunettes. Mais... peut-être ça rend pas très bien. Mais bref, oui, désolé, bon, je retire les lunettes. Du coup, je passais énormément de temps à record et à expliquer les dernières stratégies à mettre en place. Donc, je passais ci, j'expliquais ça, je faisais ci, j'étais sur Slack, je faisais les one-to-one, je faisais les calls. Et du coup, l'énergie que je mettais sur ce business-là, il était vraiment dédié à la delivery. Il n'était pas dédié à faire des vidéos YouTube parce que quand tu fais genre 2 heures de vidéos à l'intérieur du school, non pas, c'est pas un school encore une fois, je reviendrai dessus après, mais ou même des looms pour review les ads ou review les stats, etc. En fait, c'est énergivore sur cette industrie-là. Donc sur ce business-là. Et du coup, l'idée de faire des vidéos YouTube, j'étais en mode est-ce que c'est vraiment pertinent, sachant que j'ai ce gros bloc à valider qui est la delivery scaling playbook. Et là, donc c'est quand même bien validé. J'ai bien avancé. Il y a vraiment tous les SOP, tous les Google Docs, toutes les vidéos, toutes les ressources, tous les bam 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 bam, script, prompt, machin, truc dans tous les sens. Former la team, former les SOP, mettre en place les process. Vraiment, c'est un nouveau business que j'ai bâti. Et quand je me suis concentré du coup même pas un nouveau business, un nouveau système. Voilà, c'est plus précis qu'un business. Un nouveau système que j'ai bâti. Et en bâtissant ce système-là, regardez la airline comment elle est encore parfaite. En bâtissant ce système-là, ça me prenait de l'énergie. Du coup, c'était de l'énergie que j'avais pas pour faire des vidéos YouTube. Donc imagine, je passe 1h30 à faire des looms en français pour review vos ads, etc. Et évidemment que c'est énergivore et que je vais pas aller remettre cette même énergie pour aller faire des vidéos YouTube, sachant que 80% du trafic de ce business-là venait des ads. Toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est la première chose pour la raison pour laquelle je faisais pas autant de vidéos que avant. Mais là du coup, j'ai réussi à bien automatiser. Même je suis sorti de pas mal j'ai une grosse équipe, etc. sur l'e-com et l'info. Donc là, j'ai vraiment 3 verticales. Infoprenariat US, e-com, US, Big Five, etc. Et The Valeur. Donc c'est un peu les grosses 3 verticales sur lesquelles aujourd'hui je travaille. The Valeur, c'est un peu le pilier central dans le sens où je vais faire beaucoup de recrutement et les envoyer dans les autres business, donc c'est assez cool aussi. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de perdurer, ça me donne un unfair advantage. Et même les gens overall, sur l'e-com par exemple, le mec il s'est aperçu que j'avais une personal brand et du coup en fait c'est un peu de cheater quand t'as des associés français et qui s'aperçoivent que en fait t'es respecté dans le milieu et que t'as une autorité, genre vraiment ça donne un edge. Bref, bon je vais pas m'attarder là-dessus. D'ailleurs mon conseil, ne faites pas de personal brand. Genre, créez pas de contenu avec votre visage. Overall, je pense que c'est bien. Moi je regrette pas. Mais c'est un peu mon conseil que je donnerais. Si vous voulez, on pourra en discuter un petit peu plus de pourquoi est-ce que je dis ça. De toute façon, moi, c'est trop tard. Donc bon, je reviendrai pas sur ma décision. De toute façon, c'est comme ça. Mais je regrette pas. Mais c'est le conseil que je donnerais overall. Bref, c'est beaucoup trop long pour expliquer. Du coup, voilà un petit peu ce qui s'est passé pour moi pour mes news. Du coup, j'ai fait énormément de fric dans tous ces business. Genre, tous. Tous. C'est abusé. Donc, je me suis vraiment massivement enrichi au cours des 3 derniers mois. Donc, c'était le rush pour moi.
Et vous le savez, The Valais, en termes de profit, c'est mon troisième business. Donc j'ai l'e-com, l'info, The Valais. Donc qu'est-ce que je fais? Je me concentre sur vraiment la delivery, vu que j'ai des engagements sur ce business-là, et moi sur trafic et marketing. Par contre, info, j'ai vraiment structuré l'automatisation de ce business-là, et l'e-com, vraiment, c'est là où j'ai vraiment charbonné au cours des 3 derniers mois. Donc j'ai vraiment massivement charbonné l'e-com, j'ai testé beaucoup de choses. Avant, on était sur Google Ads, maintenant on est massivement passé sur Facebook. Je vous expliquerai exactement comment est-ce que j'ai automatisé l'infoprenariat, recruté pas vraiment un CEO. En fait, j'ai pendant longtemps recruté un CEO, si vous me suivez. Je disais, il me faut un CEO pour ce business. J'ai jamais trouvé un vrai bon CEO à un instant. Tout ça pour dire que j'ai automatisé ce business-là et je me suis vraiment concentré sur l'e-commerce. Et est-ce que c'est une bonne chose de gérer 3 business en même temps? La réponse est absolument pas. Ne faites pas ça. J'ai pris 10 fois l'avion au cours des 30 derniers jours. Vraiment, je suis je vais dans tous les jours. Je suis sur 1 million de time zones différentes. Je vends aux US, ma team est aux US. En même temps, j'ai la Philippines. En même temps, j'ai la Chine. En même temps, j'ai la France. C'est le bordel. Vous savez pas, j'étais tellement overwhelmed. C'était abusé. J'avais beaucoup trop de travail. Donc, c'était n'importe quoi. Donc, évidemment, j'ai dû faire des priorisations. Et puis, le création de contenu YouTube est passé à la trappe, tout simplement. Parce que déjà, c'est le truc qui apporte le moins d'argent, déjà de 1. De 2, c'est le truc qui prend le plus de temps. Donc, c'est le truc qui prend le plus de temps et qui apporte le moins d'argent. Donc, bon, je l'ai mis un peu de côté. J'ai essayé de vous envoyer du content, évidemment, sur Telegram, etc., sur Instagram aussi. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire. Beaucoup de voyages, beaucoup d'argent, beaucoup de choses apprises, beaucoup de gens rencontrés. Et ça va être du coup un peu la deuxième partie, après les news, les updates et ce qui s'est passé pour moi. C'est exactement ce que j'ai appris au cours. Je sais pas trop regarder là, j'ai vu que je suis pas mon setup habituel. Moi, je pense que je vais regarder là. Ce que j'ai appris au cours des dernières semaines, mois, overall, et les gens que j'ai rencontrés. Déjà, j'ai découvert la Chine. Normalement, j'ai un vlog qui est censé sortir. J'ai filmé avec du coup la Osmo Pocket que j'utilise juste ici là. Faut que je m'en occupe, faut que j'envoie un monteur et tout, machin. Enfin, j'ai tellement pas le temps. J'ai filmé et tout vite fait, dans lequel je rencontre mes fournisseurs, etc. Pas la warehouse, parce que ça sert à rien de regarder la warehouse. C'est vraiment juste une perte de temps. Je comprends pas les gens qui vont dans la warehouse, en vrai de vrai. C'est mes colis. C'est pour faire une vidéo YouTube à la limite, mais moi j'ai pas que ça à faire. Je dois travailler, vraiment. Et du coup, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai découvert la Chine, c'était excellent. Et j'ai hâte d'y retourner, j'ai hâte d'y retourner en mode non-travail, ok? Et ça a absolument une scène. J'ai fait Chengdu, Shenzhen, je fais Hong Kong, bon c'est un peu spécial, je vais pas revenir là-dessus très rapidement, mais voilà, on va pas abus de langage. Et Xiamen, random, et j'ai fait une petite île aussi à côté. Bref, peu importe. Du coup, j'ai fait pas mal d'endroits comme ça. Excellent. Chengdu, c'est excellent. Dommage, il faisait un petit peu froid, mais c'est sûr que j'y reviendrai. J'adore la Chine, j'adore les Chinois, j'adore overall les Chinois. Et ultra futuriste. Un truc qui m'a beaucoup intrigué sur les Chinois, c'est leur économie, comment est-ce qu'elle fonctionnait, etc. Et ça m'a donné... je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus sur ma thèse d'investissement avec la Chine et le lien corrélé entre la Chine et le Brésil. Comment est-ce que la croissance de la Chine va entraîner une croissance du Brésil? C'est pas un conseil en investissement, c'est une théorie que j'ai, je vous la partagerai peut-être. Du coup, en fait, le truc, c'est que acheter des actions chinoises aujourd'hui, je sais pas. C'est multifactoriel et c'est une culture que j'ai pas, que je connais pas. Mais s'il y a une corrélation, comme je la vois, entre la Chine et du coup le pays que je viens de citer, à savoir qui va me revenir le Brésil, eh bien, s'il y a une corrélation comme je la crois, et j'ai l'impression qu'elle est vraie, eh bien, le Brésil pourrait monter en flèche, du moins les actions cotées en bourse, et ça pourrait être intéressant pour moi. Donc, je vais continuer d'explorer cette thèse et je reviendrai vers vous dès que j'aurai finalisé ma pensée. Voilà pour cette chose-là. Donc la Chine absolument insane, j'ai rencontré énormément de gens, des gens extrêmement compétents, que ce soit en e-commerce, en logistique, en compréhension du marché, en marketing, même en vision de la vie, etc. J'ai énormément appris en media buying, j'ai rencontré tellement de gens, tellement, et très content du coup d'avoir rencontré des nouvelles personnes. Ce que j'ai compris, overall, c'est que là j'ai passé 1 an et demi. En gros, long story short, mais je sais pas si je le révèle, mais en gros j'étais obligé de rester à Dubaï pour 8 mois, pour des raisons très complexes à expliquer et que j'ai pas trop envie d'expliquer ici. Mais pendant 8 mois, j'étais obligé de rester à Dubaï, donc j'ai pas pu bouger. Et donc, j'ai pas pu voyager. Là, dès que j'ai pu voyager, boum, j'ai voyagé un petit peu partout, ce qui m'a fait extrêmement du bien. Donc, je vous invite tous évidemment à voyager. Ça fait très longtemps que je suis pas revenu en France. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont aujourd'hui en France. Il y en a beaucoup parmi vous qui ne savent pas s'ils doivent quitter leur taf. Honnêtement, je vais répondre très vite à cette question. Quittez votre taf,
Et si vous êtes aux études, quittez vos fucking études. Genre, vous pouvez toujours revenir après, genre, cassez pas les couilles, ok? Voilà, faites 100 cas par mois, boum, done. Ok, maintenant j'aimerais tout simplement vous parler, donc voilà, on a un petit peu vu ce qui m'est arrivé, etc. J'aimerais vous parler très rapidement de comment est-ce que j'ai entrepris mon Q4, et je pense que c'est extrêmement intéressant. Tout ça pour... Enfin voilà. Déjà, il faut savoir que j'ai plusieurs associés. Donc j'ai un associé par business, donc e-com, info, et The Valère. The Valère, c'est plus... Ouais, c'est un associé, concrètement. Et e-com, c'est plusieurs associés sur plusieurs shops différents. Il y a même un shop, plusieurs shops d'ailleurs que j'ai à 100%. Donc j'ai pas forcément des associés, mais on va dire que les SOP, je les mets en place et parfois je peux les mettre en solo. Bon, pas forcément besoin d'être ultra... Enfin voilà, peu importe, ok. Donc, ce qu'il faut comprendre pour gérer 3 business en même temps, c'est que j'aurais jamais pu le faire sans mes associés. Le truc, c'est que j'aurais jamais pu le faire sans mes associés, mais mes associés n'auraient jamais pu le faire sans moi. Et on dit souvent qu'il faut être indispensable dans un deal. Et je dirais même pas ça. Et genre, enfin, pour moi, je trouve que c'est pas assez puissant. Donc, j'ai passé beaucoup de deals, j'ai fait beaucoup d'échanges, j'ai passé beaucoup d'interactions, j'ai fait plusieurs choses. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous parle de comment gérer avec ses associés, comment bien faire en sorte que ça se passe bien, etc. Moi, je pense que ça pourrait être pertinent parce que j'ai pas mal d'expérience là-dedans. Overall, même si je suis pas le meilleur. Je disais, comment il s'appelle? Peña, Dan Peña, je crois, il s'appelle, qui parlait de ça. Enfin, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses sur les associés. Je recommande pas spécialement, en vrai, Dan Peña. C'est juste que, quand j'ai découvert... quand je voulais me renseigner sur les associés, c'est lui qui m'a appris pas mal de trucs. Mais en gros, ce qu'il faut retenir sur les associations, c'est que il en faut un qui soit decision maker sur un pôle. Il faut un visionnaire, un mec qui fait l'opérationnel. En gros, parce que si vous êtes 2 opérationnels, vous allez vous brusquer comme ça. Et maintenant, ça ne veut pas dire que moi je fais pas d'opération. Et enfin, évidemment, voilà, j'ai la vision, etc. Mais ça ne veut pas dire que je fais pas d'opération. Loin de là. Regardez, là, je suis en train de faire de l'opération. Typiquement, donc l'opération, je dépense du temps pour faire un output, ok. Alors que le visionnaire, c'est plus la personne, donc comme moi, donc en e-com et en info, ça va être vraiment un de moi. Je vais rencontrer des gens, je vais récolter des infos, je vais avoir des nouvelles strats, des nouveaux SOP, des nouveaux types de pricing, comment tester une offre, et je vais mettre énormément de data dans mon cerveau et je vais spread la data comme ça avec mes différents associés qui, eux, vont faire en sorte d'appliquer la data que j'ai apprise. Et en gros, j'ai absolument tout basé là-dessus. Et je recommande absolument pas ça tant que vous ne faites pas au moins 1 million de capital, etc. Parce que vous devez avoir la capacité d'être ultra brutal et agressif dans votre opérationnalité. Moi, je suis ultra agressif. Enfin, si vous avez déjà travaillé avec moi, vous le savez, je suis ultra agressif opérationnellement. Genre, quand je vous dis ultra agressif, c'est genre... J'apprends quelque chose le soir même, il est mis en place. Genre, vraiment, il faut se rendre compte, mon agressivité opérationnelle. Et pour moi, c'est la clé numéro 1 dans mes équipes. À chaque fois, c'est agressivité, 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 agressivité. Et je n'accepte aucune non-agressivité opérationnelle de mes équipes. C'est vraiment genre la chose numéro 1, la chose la plus clé. C'est plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et quand j'apprends quelque chose, il faut le mettre en place rapidement. Comme ça, déjà, la personne qui me l'a apprise voit que je l'ai mise en place rapidement. Donc, elle est contente. Par exemple, tiens, ton offre fait plus ça, 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 comme ça. Ta headlines fait la plus ça, 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 comme ça. Ton trafic run le plus comme ça, comme ça, comme ça. Tiens, si tu veux passer de temps par jour à temps par jour, avant, crée une campagne comme ça et scale là, elle. Ok, intéressant, vas-y, je fais ça. Ça a marché, boum, donne, feedback. Et en fait, si je donne perpétuellement du feedback à la personne qui va partager la data, elle va continuer à me donner de la data. Et on sait aujourd'hui que la data, c'est la chose la plus importante en business. Encore une fois, j'arrête pas de le répéter, mais la différence entre quelqu'un qui chiffre et quelqu'un qui ne chiffre pas, c'est la différence de data. Aujourd'hui, l'exécution, plus ou moins tout le monde sait la faire. Genre, vas-y, tu te lèves tôt, tu fais ton deep work, tu as une équipe, tu recrutes des malgaches, des philippins, boum, les mecs smart, tu les sources aux US et puis done. Ok, les mains opérationnelles, malgaches, philippines, et les mains gestionnaires US ou France si vous travaillez en France. Et boum, donne. Et boum, donne à ton business qui run. Donc tu limites à max les coûts en outsourçant dans des pays dans lesquels tu peux avoir du bon travail pour pas cher. Et en même temps, tu maximises l'élite intellectuelle, non pas que, enfin voilà, mais simplement que les mecs qui sortent de Stanford, etc. Enfin, Stanford, c'est aux États-Unis. Donc, et c'est un exemple simplement avec Stanford, j'ai personne qui travaille chez Stanford de mon équipe, mais vous voyez ce que je veux dire. Et boum, les meilleurs media buyers, ils sont aux US, ils sont pas aux Philippines. Les meilleurs copywriters, ils sont aux US, ils sont pas aux Philippines, etc. Donc, tu vas aller prendre l'intelligence massive et cognitive du marché aux États-Unis et tu vas aller prendre l'opérationnalité brutale aux Philippines, etc. Et au malgache, parce que tu travailles sur le marché français. Donc,
Donc voilà, ça c'est vraiment la stratégie que j'utilise. Et moi, du coup, je suis la personne qui ait la vision, ok, qui va récolter la data, qui va permettre de savoir quoi faire. Et je vais tout simplement la partager avec mon associé et ça va spread sur l'intégralité de la pyramide. Nous, on utilise un système de communication pyramidale. Ça veut dire que genre, il y a les gens tout en bas. Et en gros, il y a des managers, moi, en gros, grosso modo. Enfin, genre, on va dire qu'il y a le mec qui upload les ads. Au-dessus, il y a le media buyer. Au-dessus, il y a le CMO. Au-dessus, il y a moi et mon associé. Par exemple, tu vois à quel point ça descend. Donc le mec, juste il upload les ads. Tu vois, il paye $1 de l'heure, il upload les ads. Au-dessus, il y a le mec, il y a le media buyer. Lui, c'est le media buyer, il va dire au gars en dessous d'upload les ads. Ah bah tiens, il y a des nouvelles ads. Au-dessus, il y a le CMO. Le CMO, il va connecter le media buyer avec le copywriter, par exemple. Boum. Et au-dessus du CMO, va y avoir moi. Moi et mon associé. C'est un simple exemple avec l'intégralité des business que j'ai. Donc c'est vraiment boum, la connexion logique avec la branche, par exemple, ici Media Buying. Mais ça peut être la même chose ici sur la branche Product, sur la branche n'importe quoi. Donc c'est vraiment la stratégie que j'utilise, c'est une stratégie pyramidale. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas la meilleure, qu'il faut une stratégie, comment ça s'appelle? Bon, ronde, moi je l'imagine ronde dans ma tête, mais genre un peu comme un obsidian, tu vois, il y a tout qui part en flèche dans tous les sens. Ouais, pourquoi pas. Moi j'aime bien la stratégie pyramidale, je pense que c'est vrai que ça a ses limites, mais écoute, c'est comme ça que je fonctionne bien, chacun fonctionne comme il veut, encore une fois. En anglais, ils disent there is no ties, enfin, il n'y a pas de cravate qui fit tous les outfits. Donc, il n'y a pas de cravate qui fit toutes les chemises, quoi. Qui va avec toutes les chemises. Bah, là, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de cravate qui va avec toutes les chemises. Et donc, découvrez un peu votre stratégie managériale. Je la trouve très logique, la pyramidale. Elle a des limites, certes, mais en vrai, elle est très bien aussi comme ça. Peut-être. Faut bien gérer les time zones par ligne, mais en vrai, ça se passe bien, en général. Donc, voilà un peu quoi d'autre que j'ai appris. J'ai appris à gérer des hauts niveaux de stress, tout en faisant plein d'argent. Le truc, c'est assez paradoxal dans le sens où j'ai rentré énormément de cash. Genre, énormément. Genre, vraiment, je me suis vraiment enrichi. Enfin, je ferai la compta en fin d'année, mais... Ouais les gars, je suis riche. Genre, enfin je sais c'est bizarre de dire ça et tout sur YouTube, mais machin, mais genre, vraiment au cours des 3 derniers mois, enfin vous m'avez vu, j'ai pas galéré tout au long de l'année, mais genre, ben voilà, c'était la routine, c'était plat, c'était stable, de janvier à août. Stable, boum, ok, ça se passe bien, j'ai l'info et tout, cool. Là j'ai 3 bises, vous vous rendez compte? 3 Skyrocket. J'ai Skyrocket et l'e-com, j'ai un nouveau biz et je fais plus qu'avec l'info. Dites-vous, je fais plus avec l'info enfin plus avec l'e-com que l'info. Maintenant, j'ai toujours l'info qui tombe. Mais c'est absolument massif, du coup, les découvertes que j'ai faites. J'ai énormément d'idées de vidéos que je vais vous partager. Le secret, c'est la LTV, overall, dans tous les business. Si on regarde, en gros, j'ai une théorie, ça je vous ferai une vidéo, mais je vous la partage déjà dans un premier temps. Il y a ce que j'appelle, je sais pas comment encore l'appeler dans ma tête, mais dans ma tête, il y a 2 termes. C'est le market share ou marketplace CAC ou natural CAC, CAC naturel. CAC, c'est cost, c'est client acquisition cost, donc le coût d'acquisition client. Coût acquisition client en français, mais en client acquisition cost, donc le coût pour une vente, ok, pour un client. Et en fait, je regarde, mais dans à peu près tous mes shops e-com, à chaque fois qu'on est dans la même niche, le CAC c'est le même. Pour tous les business, même si tu fais par exemple un business de coaching, ton coût par quoi ça va être le même. En info, ton CPA ça va être le même. Tous les CAC, dans toutes les industries, c'est la même chose. Genre aujourd'hui, tu lances tes ads sur ton call à $150. Enfin, ça dépend de ton business ou moins, ou même $50, ça dépend à combien tu cherches ton produit, etc. évidemment, mais ou $30, enfin, c'est en fonction de combien est ton produit, à quel point tu es B2C, etc. À quel point il y a beaucoup de gens dans ton marché, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc ton coût d'acquisition client, il est toujours le même en vrai. Genre un mec qui arrive sur n'importe quel de mon marché, il aura le même CAC que moi. Dans n'importe quel business. Genre en vrai, tout le monde aujourd'hui sait faire des putains d'ads. Tout le monde aujourd'hui sait faire une média team. Tout le monde aujourd'hui sait faire tout ça. La seule et unique fucking différence aujourd'hui que les gens savent pas faire, c'est travailler la LTV. Des gens savent pas travailler la LTV. Et il y a tellement de choses à mettre en place sur la LTV. Et c'est pour ça que je passe autant de temps en Chine. C'est parce que déjà, si tu ships ultra rapidement, boum, LTV qui explose. Les gens vont revenir chercher. Mais putain, aujourd'hui, il y a Amazon, tu commandes à 8h, tu reçois à 20h. Comment je compete contre ça, moi? Moi, je vous le dis, mon objectif avec mes brands e-com, c'est les exits. Donc, je les fais comme si je voulais les exit. Alors, elles sont jeunes, etc. J'ai calculé la durée optimale pour exit une brand, c'est entre 9 et 12 mois dans une croyance sans celle que j'ai la mienne. Donc voilà.
Tout simplement, la LTV, c'est vraiment la clé. Et en fait, fondamentalement, quel est le plus simple? Supposons que tu as un CAC à $50. Quel est le plus simple? Et un panier moyen, on va dire 70. Quel est le plus simple? Passer ton panier moyen de 70 à 80 ou passer ton CAC de 50 à $40? Mais c'est tellement plus simple de passer la LTV à plus $10. Mais tellement! Mais ça, c'est le jour et la nuit. Mais comment tu baisses de 20% un CAC? Ok, peut-être à 100 balles le jour, etc. Mais à 10 KD, comment tu baisses de 10% un CAC? Tu peux pas. Le CAC, il est stable. C'est impossible de baisser le CAC trop agressivement. Alors que la LTV, tout simplement, tu testes une meilleure offre, tu testes des meilleurs upsells, tu testes ton email marketing, ton SMS marketing, pourquoi pas mettre du étiquette, et pourquoi pas mettre de l'infoproduit, et pourquoi pas bam 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 bam. Et là, on a une logique cohérente. Et directement, bon bah attends, après genre, je sais pas, 100 000, 1 million de visiteurs sur cet A/B test, sur 10, sur 100 A/B tests, bah tu commences à avoir une structure plus ou moins winneuse et de la data sur qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche pas. Donc maintenant, quand tu lances des nouveaux produits, des nouveaux shops, des nouvelles variantes, des nouveaux... des nouvelles variantes, quoi, eh bien, là, tu as la data sur ce qui marche. Tu as la data sur ce qui tend à plus marcher. Donc déjà, rien que ça, c'est massif. Voilà, donc maintenant, c'est vraiment le truc que j'ai découvert, c'est LTV is de key. Maintenant, première chose, maintenant qu'on a vu que la LTV c'est la clé, je vous ferai des vidéos là-dessus. Évidemment, j'ai tellement de choses à vous partager, vraiment, vraiment. Je voulais vous revenir très rapidement sur la partie media buying à l'intérieur de mes business. Donc, tous mes business sont Facebook Ads based. Ça veut dire qu'ils sont basés sur Facebook Ads. C'est ce que ça veut dire. Donc, à partir du moment où je suis basé majoritairement sur Facebook Ads, j'ai évidemment des skills en Facebook Ads. Et la chose que j'ai appris récemment sur Meta Ads, Facebook Ads, enfin, quand j'ai Facebook, c'est Meta, donc c'est toutes les régies méta publicitaires. La chose que j'ai appris récemment à propos de Meta, c'est le système d'enchères. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous ai expliqué précédemment que c'est donc un marketplace CAC, donc tout le monde a le même CAC à peu près. Donc si j'arrive demain, je vends un micro, bah boum, le micro, en moyenne, la vente elle coûte tant. Ok. C'est le mec qui aura le meilleur back-end qui gagnera et qui pourra se vendre le plus possible. Quand je dis back-end allez, tu peux diminuer ton CAC et avoir un meilleur CAC que les autres, etc., avec un meilleur branding, etc. C'est sûr que genre Sony, il va avoir un des meilleurs CPA à 100 balles le jour que la brand e-commerce normale, c'est normal. Mais à 100 KD, 200 KD, tout le monde a à peu près le même CAC, ok. Enfin, je fais pas 100 KD, hein, je vous rassure. Pas encore. Enfin, not yet. Vraiment, j'en suis pas très loin, fondamentalement. Enfin, j'ai mon plan pour faire 100 KD d'ad spend daily sur un seul shop. Enfin, sur plusieurs fois un shop. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est pour ceux qui se demandent, je dois avoir quoi majoritairement 5 shops, 5-6 shops qui sont vraiment main. Et sur ces 6 shops, j'en ai vraiment 2 qui brassent énormément. Peut-être 3, ça dépend. Il y en a un troisième là qui est en cours qui passe de là à... Il monte au-dessus. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient. Et d'ailleurs, je suis passé de la stratégie Google Ads à Meta Ads tout simplement parce que Google, c'est bien. Mais en fait, voilà. Si vous voulez, je voulais vous expliquer ça. En fait, j'ai énormément appris avec Google. Ça m'a tellement... ça m'a ouvert les yeux sur Meta, Google Ads. Donc j'ai fait une petite période Google Ads, j'ai fait beaucoup d'argent en Google Ads. Ça m'a permis d'identifier des winners et une logique e-com une logique d'e-com pertinente. Et en fait, en comprenant du Google Ads, j'ai compris que Meta et Google en fait étaient vraiment similaires. Et tout le monde dit non, c'est différent, le keyword, le shopping, nanana. En vrai, c'est la même chose. Genre shopping, c'est catalogue. C'est ton catalogue, j'abuse en vrai. Mais par exemple, ta Pmax, fondamentalement ta Pmax, elle dépend des mots-clés, elle dépend du YouTube Ads, et elle dépend de tout ça. Sauf qu'en fait, at scale, sur de l'e-com, t'es limité aussi par l'intérêt de ta niche en day-to-day. Et c'est pour ça que quand tu runs en cost cap, voilà, si tu comprends, tu comprends. Enfin, si tu comprends pas, c'est rien que tu comprends ce que je vais expliquer. Mais c'est pour ça que si tu runs en cost cap, tu as autant de variations en day-to-day. C'est parce que le taux d'intérêt, d'ailleurs, change. Et d'ailleurs, je suis mitigé sur le cost cap. Si vous voulez qu'on passe dessus, très rapidement, le cost cap, qu'est-ce que c'est? En gros, tu mets un ROAS CPA cible, ou un ROAS cible sur... peu importe. Et tu dis, OK, Meta Ads, je veux juste payer mon client $50, imaginons. Je dis, moi, je veux $50. Donc, tu spends autant que tu veux. Tu mets le budget à 300 KD, imaginons 100 KD, et tu dis, spend autant que tu veux. Je veux juste $50 de coût d'acquisition client.
il va te faire OK. Et du coup, un jour, le lundi, il peut spend genre 12K. Le mardi, il peut spend 40K. Le mercredi, il peut spend 22K. Et en fait, c'est vraiment comme ça, les montagnes russes. Et il y a plusieurs argumentaires à ça. C'est que le cost cap, en fait, dans un système, le cost cap, il n'est pas cohérent. Dans le sens où moi, j'aime énormément la stabilité et pouvoir jump sur des opportunités, si vous voulez. Donc, OK, le cost cap, il va être plus précis à court terme. Il va vraiment me donner les CPA que je veux. Mais ça va créer des modèles... Alors, c'est vraiment paradoxal. Hein, mais ça va créer des modèles statiques, bien que le budget soit dynamique. Mais donc ça va me donner un statique dans mon CPA, évidemment, bien que le budget soit dynamique. Ça va me donner un dynamisme dans... un niveau statique que j'aime pas du tout. Et moi, je cherche vraiment à avoir des stats très dynamiques. Le problème, c'est que quand on a tous les jours... Imagine, je spend, genre, on va dire 10 000 euros par jour. Sur 10 000 euros par jour d'ad spend, je sais que je fais rentrer, du coup, allez, je sais pas moi, 200 clients. Sur ces 200 clients-là, allez, à 50 $ de panier moyen. Sur ces 200 clients-là, je sais que je vais faire rentrer entre 150 et 220 clients par jour. Et tous les jours. Il n'y a aucun jour où je vais me retrouver à moins 40 clients. Et quand j'ai besoin, comme moi, de cash flow, de payer la team, enfin quand je dis besoin de cash flow, c'est genre besoin d'emails, besoin de liste, remplir les emails, d'envoyer les checkouts abandonnés, de feed le pixel, d'avoir le maximum de data, de pourquoi pas mettre en place avec des closers, etc. Qui ont besoin d'avoir. S'il y a un jour où genre ils ont 300 calls et il y a un autre jour où ils ont 50 calls, c'est trop bizarre, genre comment on fait dans ce système-là? C'est pas logique, j'aime pas du tout. Et en fait, il y a tout un système comme ça qui est complètement... Ça fait vraiment sens là depuis que j'ai expliqué avec les closers, avec un calendrier quand t'as des vrais humains derrière, mais ça fait vraiment pas sens pour moi dans un système dynamique qu'est l'e-commerce d'avoir autant de variance dans son ad spend. Et en plus, le truc c'est que quand tout le monde est en cost cap, comment est-ce que tu différencies? C'est le seul truc, ça va être le conversion rate. Et en fait, le truc c'est que tu compites contre des brands qui sont là depuis des années sur leur conversion rate. Et le truc, c'est que moi, j'ai un bon conversion rate, etc. parce que voilà, j'ai du copywriting et c'est massif. Le problème, c'est que, voilà, vraiment, je suis parti en mode débat cost cap tout seul. Mais le problème, c'est que quand tu arrives et tu te mets directement en cost cap, c'est à celui qui a le meilleur conversion rate qui gagnera le cost cap et qui spendra le plus en daily. Sauf que, moi, j'ai pas envie de compter sur le conversion rate. Moi, j'ai envie de dire à Meta, voici mon budget, spend tant. Et je mets vraiment, très peu de gens le savent, mais tu peux mettre des assets minimum spend limit. Genre, je veux minimum spend limit. Et pourquoi pas faire du cost cap avec une minimum spend limit? D'ailleurs, j'y pense là, mais j'ai jamais exploré cette théorie. Le truc, je vais y réfléchir en ce moment. Le truc, c'est que si on suit la théorie du cost cap, que Meta est beaucoup plus pertinent que le media buying d'un humain, ce qui est une théorie très intéressante par ailleurs, c'est pour ça qu'on fait de la CBO, en tout cas chez nous, eh bien, à partir de ce postulat-là, on peut vraiment se dire que le cost cap est plus intéressant. Et d'ailleurs, overall, je pense que vraiment le cost cap est plus intéressant si c'était pas pour un système linéaire. Mais si on mettait un cost cap avec un minimum spend, ça invaliderait la théorie que du coup, Meta est tellement plus intelligent que toi, du coup, c'est pas logique. Donc il y a un problème de cohérence. Vu qu'il est plus intelligent que toi, plus intelligent overall, du coup, il sait exactement comment répartir la spend. Du coup, pourquoi mettre un minimum spend si Meta sait aussi bien répartir la spend? Ça fait pas sens. Voilà. Donc, pour moi, le gros questionnement du cost cap, c'est vraiment versus manual bidding, c'est vraiment ça, quoi. C'est à quel point tu peux jump sur une opportunité. Parce que vous savez, le marché, c'est des intérêts. Donc, par exemple, vous savez, c'est logique, sur Google, il y a des jours où il y a plus de recherches sur poussette 3 places que d'autres. Et je donne un exemple avec les poussettes 3 places. Hein. Le lundi, il y a genre 1000 recherches. Le mercredi, il peut y en avoir 200. En fait, c'est des hauts débats. Et en cost cap, ça va être exactement la même chose. Sauf qu'en manual bidding, ça va être vraiment différent. Mais what if il y a un énorme pump? Et ça, le cost cap, il gagne. Ça, je dois l'admettre. Quand il y a un énorme pump, le cost cap te permet de massivement sauter sur l'opportunité. Maintenant, moi qui est un mec de la LTV, je suis vraiment en mode, je veux rentrer du client. Mon business, il est trop jeune pour ça, pour vraiment avoir un CPA cible. Mon CPA, il peut avoir énormément de variance et ça me dérange pas. C'est pas en day-to-day que je vais regarder, mais simplement en weekly. Et voilà un peu le débat dans ma tête. CPA, pourquoi est-ce que je fais du manual bidding et pas du cost cap? De toute façon, je pense que ça n'intéresse que genre 10 personnes dans ce podcast, donc je vais arrêter de vous en parler. J'espère que vous avez trouvé ça un minimum pertinent. Et voilà.
Donc, si vous voulez, on va revenir très rapidement. J'ai perdu beaucoup de gens sur le Coscap Emmanuel Bidding. Il y en a, la plupart d'entre vous, vous n'avez même pas lancé d'ad. Je vous parle de stratégie pour scaler à 20 KD. Anyway, donc tout ça pour dire que, petit point, du coup, je passais de rien à voir. Hop là, virage sur 360 degrés. Je passe d'hôtel en hôtel, de business en first class. Même parfois, j'ai pris l'écho. Bon, évidemment, quand tu fais comment ça s'appelle Shenzhen-Xiamen, c'est genre 40 minutes d'avion, il n'y a même pas business class, donc bon, 40 minutes, on s'en fout. J'aurais pu prendre le jet, putain, Valérie prend pas le jet. Vous savez, moi j'ai vraiment une théorie dans laquelle il faut pas se cramer tout le monde tout de suite. Le monde tout de suite, j'en ai parlé sur Telegram, je ne dois pas sur YouTube. Je vais en parler aussi sur YouTube en fait, j'ai partagé l'audio. Mais je me dis, putain, donc j'ai eu la révélation quand je suis allé à Hong Kong. Je suis allé à Hong Kong et il y avait vraiment Bon, je suis allé dans le péninsula, hein, c'est quand même un excellent hôtel. Et il y avait le Rosewood qui est classé numéro 1 hôtel au monde cette année. Et j'étais avec des potes et on s'est dit, bah mec, viens, on va au Rosewood. Et mon pote, il a 22 ans comme moi. Et je lui ai dit, mec, c'est pas trop déprimant si on fait le meilleur hôtel à 22 ans, le meilleur hôtel de la Terre. On s'est regardé, on a fait, putain, merde, c'est déprimant. Genre, imagine, t'as 22 ans, t'as fait le meilleur hôtel de la Terre. Après ta vie, comment elle pue la merde. Il me reste du temps. En plus, je suis en bonne santé. Je suis vraiment en bonne santé, tu vois. Je fais vraiment des check-ups, je fais des tests. Je suis en bonne santé. Je suis vraiment... Ça se voit à ma tête. Je suis vraiment, genre, en bonne santé. Et je fais du sport, j'ai de l'argent, je mange bien, je dors bien. Je me drogue pas. Je prends pas de cidoyol. Et très 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 peu de sucre. Très très peu de cidoyol aussi. Mais tout ça pour dire que... Est-ce que c'est pas déprimant si genre t'exportes la carte trop vite? Parce que la Terre elle est limitée, enfin genre y a pas beaucoup de pays bien. Donc voilà, je me limite. Pareil, donc ça rejoint avec ce que je disais précédemment sur les jets. Parce que j'ai 22 ans. Genre 22. Enfin pour moi c'est très peu encore, hein. J'ai vraiment l'impression d'être très jeune. Euh, j'ai l'impression je viens d'être né. Que je découvre encore la vie. Je vous ai dit, je sais pas faire des œufs encore. J'ai commencé à apprendre, Le truc, c'est que je savais pas, mais faut mettre de la matière grasse et tout. Mais bon, bref, ça dégoûte un peu. Enfin, c'est pas ça dégoûte, mais... Enfin, c'est mauvais pour la santé, la matière grasse. Je vous ferai une vidéo sur la diète, by the way. Sur toutes les diètes que j'ai utilisées, ce que j'ai mis en place, etc. Putain, je vais le noter maintenant. Diète vidéo, boum, done. Du coup, voilà, d'hôtel en hôtel. J'essaie de pas trop cramer mes cas trop vite, de continuer à enjoy petit à petit et monter mon niveau de vie étape par étape. Je pense que c'est vraiment très 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 intelligent de faire ça. Genre, voilà, je vais pas me flex, etc. Mais genre, je trouve que c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, c'est celle-là. C'est vraiment augmenter mon niveau de vie étape par étape. Et pas me cramer trop vite. Au début, on a vraiment envie de se cramer, mais je me dis, enfin, si là je prends Jet et je prends le Rosewood à Hong Kong, le sud présidentiel, putain, genre, qu'est-ce qui me fait triper après, tu vois? C'est après, genre vraiment, tu vois, ok, ça donne envie de chiffrer et tout, mais genre, moi j'ai juste cette envie de chiffrer, de prendre du terrain et de build something big. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, build something big. Genre vraiment avoir des gros... Ouais, bâtir des gros business, bâtir quelque chose de pertinent, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime, quelque chose que j'enjoy au quotidien, bâtir, mener une équipe, l'idée, dominer, prendre du terrain. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie en day-to-day. Donc voilà, c'est plus pour ça que je fais du business aujourd'hui. Et pour aussi être toujours dans le move. Parce que tu sais, des fois, tu as des hauts débats en business, logique. Et quand tu n'as pas des bas, mais tu es en mode... Ouais, quand t'as des bas, tout simplement, t'es en mode, bah, tu rencontres moins de gens parce que du coup, t'es moins in, tu poses moins de questions à ton entourage, t'es moins incentivé à rejoindre des groupes, tu voyages moins, du coup, Et en fait, du coup, tu te renfermes comme ça, et overall, même la vie, elle est moins bien. Parce que du coup, moi, là, je voyage pour le business, pour faire de l'argent, je rencontre des nouvelles personnes, je fais des nouvelles expériences, je rencontre des nouvelles cultures, je rencontre des nouvelles personnes locales, je rencontre des nouvelles personnes overall, et c'est génial, et puis j'apprends 2-3 rudiments de chaque langue, et c'est marrant, et puis t'enjoy la vie un peu, tu vois. Et quand on a réfléchi, vraiment, je me pose vraiment la question de pourquoi, qu'est-ce que je fous de ma vie, putain. Et j'ai toujours pas trouvé la réponse. Et beaucoup de gens ont essayé de m'aiguiller, etc. Et j'apprécie vraiment beaucoup. Ouais, j'apprécie vraiment beaucoup, vraiment. Bah, merci à toutes les personnes qui m'ont donné du feedback suite à la vidéo que je vous ai partagée sur mon canal et tout. Ça fait beaucoup de commentaires et je les ai vraiment tous lus. Donc merci à tous pour ça. Même si voilà, j'ai pas toujours le temps de répondre.
Des fois, je les lis un peu pas à l'arrache, mais genre hop, là, je dis sur mon tel et tout, machin. Je vais, tu sais, je tape The Valère Boom dans une vidéo, je lis tous les coms, je scroll comme ça, là, quand j'ai du temps dans le taxi, par exemple, ou quoi. Et donc, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, commenter, vous abonner, hein, vraiment, c'est important. Là, je reprends vraiment, je travaille, je charbonne. En gros, là, mon plan, donc là, je suis avec... vous savez pas mon associé, mais c'est un ami à moi de l'ICOM, dans le même hôtel. Donc là, j'ai une putain de suite de tarés. Genre, je peux pas vous montrer parce que je vais laisser là encore quelques semaines et voilà, je tiens vraiment ma privacy. Mais c'est abusé, genre. Genre là, si j'ai un bureau, j'ai bureau, salon, salle à manger, chambre, salle de bain. Ouais, mais c'est genre, je sais pas, 180 mètres carrés. C'est pas si grand que ça, j'ai fait vraiment beaucoup mieux. Bah, d'ailleurs, je vous en partagerai une dans le vlog, etc. Mais tout ça pour vous dire que voilà. Donc, tout ça pour vous dire que être dans le business, c'est des in and out. C'est vraiment bien, overall. Même si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, que vous fassiez genre 0 par mois ou 200K par mois, je pense que faire du business, c'est peut-être un peu la meilleure chose qui me soit... Bon, c'est sûr hein, que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je regardais quelles sont les meilleures décisions que j'ai prises. Je pense faire une vidéo tier list des meilleures décisions. Je vais la noter. Et en fait, la meilleure décision que j'ai prise, c'est me barrer de France, je pense, numéro 1. Parce que déjà, tout le capital que j'ai économisé en impôts, donc passer dans un pays dont la fiscalité est à 0%, bon, il y a toujours la TVA et toujours des taxes annexes, etc. évidemment. Mais sachant que je vends aux US, donc j'ai très peu de TVA à payer, vu qu'aux US, bah, la TVA s'applique que dans certains cas très précis. Bah, évidemment, j'ai des activités dans d'autres pays, au UK, au Big Five, etc. Donc je paie ma TVA dans ces pays-là, évidemment. Donc ce qui est d'ailleurs un peu, pas relou, mais genre, enfin, tu vois, ça se perd dans la compta. Genre, tu vois, une minute, t'as ton dash Shopify, bah, t'as les US qui sont majoritairement sans TVA, mais t'as les UK, mais du coup, quel pourcentage Enfin, bon, bref, c'est un peu le bordel, quoi. En gros, tous ces trucs-là. Mais overall, heureusement qu'il y a Google Sheet, quoi. Je me suis perdu encore une fois. Mais tout ça pour vous dire que, ouais, la meilleure décision que j'ai prise, c'est tout simplement été de me barrer de la France, honnêtement. Ça m'a fait un compounding de capital. Troisième décision, c'est croire en mes thèses d'investissement. Deuxième, voilà, c'est croire en mes thèses d'investissement. Genre, j'ai une thèse d'investissement, je m'y tiens. Et j'ai ma vision du monde, je m'y tiens. Pourquoi? Parce que, en gros, en tant que riche, on... Non, ce que je veux dire. Mais en gros, on scalpe les normies américains. Et en gros, la question que... Scalper, c'est genre agressif et tout, mais genre en vrai, c'est un peu ce qui se passe. C'est en gros, c'est qu'est-ce que tu dis que l'américain moyen a comme information que j'ai, en plus, qu'il n'a pas. Donc, ok, moi j'ai cette vision du monde. L'américain moyen, il a telle vision du monde. Sur quoi il a tort? Et j'ai raison. Bon, mais là-dessus. Et là, en gros, sur ce edge, moi, je gagne. Et en gros, c'est moi qui me dis ça à moi. Hein. Vous dites, vous avez peut-être tort. Et le truc, c'est que moi, j'ai tellement une vision du monde, genre, à travers le business, je comprends les logiques d'entreprise, je sais analyser des résultats, j'ai mes propres patterns. Quand je vois, par exemple, qu'une personne, un business investit massivement, et bah, tu peux regarder son historique de à quel point c'est son trade d'économie massive. Par exemple, genre la Meta, qui dépense des milliards dans le métaverse, par exemple, bah historiquement, enfin, quand Meta il dépense des milliards, c'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, etc. Mais enfin, tout le monde les prend pour un fou jusqu'au moment où ça marche. Instagram. Bref, YouTube, putain, YouTube, j'avais vu, c'est un pote qui m'a dit ça, je sais pas si c'est 100% vrai, mais le prix de YouTube a été racheté par le CA qui génère tous les 10 jours, je crois. À vérifier. Dites-le moi en commentaire, checkez, enfin fact-checkez. Dites-le moi vraiment, ça m'intéresse. Dites-moi combien, enfin le CA versus combien a été racheté YouTube par Google. Bref, c'est absolument massif. Donc voilà, c'est un peu les meilleures décisions. Après, les meilleures décisions, évidemment, c'est vraiment des first principles, etc. Et puis voilà. Bref, ça fait déjà à peu près 45 minutes que je recorde. Je vais garder encore un peu de la sauce pour vous partager la valeur, etc. Donc très content d'être de retour. Très content directement du coup de voyager, très content de rencontrer de nouvelles personnes, très content de reprendre la communication avec vous. Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Telegram, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et démarrez Scaling Playbook si vous avez envie de scaler votre business, que ce soit high ticket, low ticket ou alors e-commerce, c'est vraiment mes trois business dans lesquels j'ai massivement scalé. Et puis let's go! On attaque, je garde encore de l'énergie pour vous faire d'autres vidéos. Là, je vais peut-être en regarder une en plus. Quoi qu'en débardeur, ça fait un peu... c'est la street, quoi. C'est ghetto, quoi. Mais tranquille, je pense qu'il faut un juste milieu entre ghetto et argent, quoi. Parce qu'il faut oublier qu'on est des nouveaux riches, à la base. C'est plaisir d'être nouveau riche. Je sais pas si nouveau riche, c'est genre en année ou en génération.
Genre, est-ce que c'est nouveau riche, genre, t'es la première génération d'argent, ou est-ce que t'es nouveau riche parce que, genre, bah, ça fait quelques années que t'es riche, tu vois. Mais est-ce que, genre, dans 20 ans, je serai toujours un nouveau riche? Telle est la question. Je vous laisse là-dessus. C'était Valère. Like, abonne-toi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao.